Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et c'est toujours un grand moment lorsque nous recevons notre bonne amie Sarah Riopel pour passer un peu de temps avec nous. Sarah, bienvenue. Bonjour, cela fait un moment, non? Oui, je ne saurais dire pourquoi. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un de très occupé, que sais-je. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. C'est vrai que c'est difficile de trouver le temps. Oui, nous sommes en vidéo aujourd'hui. Peut-être que certains voient Sarah pour la première fois. Je parie que cela va créer un véritable culte à votre endroit. Pardon? Vous placez la barre bien haut, Dave. Pas grave, on verra comment ça se passe. Tout le monde s'est mis sur son 31 aujourd'hui. Êtes-vous à la maison ou au bureau? Je suis au bureau. Je suis toujours au bureau. Et moi, je ne le suis jamais. Je suis à Edmonton aujourd'hui. Et j'ai goûté pour la première fois à des températures de moins 5 degrés. Il fait aussi frais aujourd'hui à Toronto et on se prépare tous à l'arrivée de Taylor Swift. Ah, vous allez la voir en spectacle? Non, j'essaie plutôt de voir comment je vais réussir à éviter le chaos en sortant de la ville. Votre fille ne voulait pas y aller? Elle y va demain soir. Elle rentre de l'école en ce moment et elle a des billets pour demain soir. Je fais partie des parents chanceux dont les filles ne sont pas des fans de Taylor Swift. Rien que sur le plan financier, c'est le gain le plus important que j'ai fait cette année. Mais il y en a eu de toutes sortes des gains cette année, n'est-ce pas? Les personnes qui ont investi, au lieu d'épargner, ont bien fait. Et nous allons faire cette distinction, justement. Même un investisseur très prudent, avec un portefeuille composé d'obligations et d'actions, un portefeuille équilibré, s'est vraiment très bien comporté l'année dernière. S'il a investi avec vous, alors il s'en est sorti encore mieux, j'en suis sûre. Oui, c'est vrai, la personne qui, comme vous l'avez dit, aura épargné ou gardé son argent sur la touche sans aller sur le marché, aura gagné quelque chose dans les alentours de 5% au cours des 12 derniers mois. Vous comparez cela à l'un de nos portefeuilles équilibrés, qui lui a rapporté 22%, ou à l'un de nos portefeuilles plus conservateurs, qui a rapporté 14 à 17%, ou même à l'un de nos portefeuilles d'obligations d'État, qui a rapporté 11%. Vous constaterez que l'écart entre le fait d'investir sur le marché ou de demeurer sur la touche est considérable quand même. Oui, c'est vrai. Et ce dont nous essayons de parler ici, à cette émission, c'est de l'investissement à long terme. Nous allons en parler aujourd'hui. S'il y a un message à transmettre, c'est bien celui de se concentrer sur le long terme. Et même si personne ne s'attendait à ce que la dernière année soit aussi bonne, il demeure qu'il fallait être là pour en profiter, n'est-ce pas? Tout à fait. Il y aura toujours de la volatilité à court terme sur les marchés. Cela rend les gens nerveux et les pousse à se mettre à l'écart. Mais la majorité des personnes qui investissent sur les marchés ne le font pas pour le mois, les 3 mois ou les 6 mois à venir. Ils ont généralement un horizon de 5, 10 ou 15 ans. Et ils doivent se concentrer sur ces horizons à long terme et rester investis sur le marché. Et c'est ainsi qu'ils obtiendront des rendements, au lieu d'essayer d'entrer et de sortir des marchés lorsqu'ils jugent le moment opportun. Je ne crois pas que les personnes qui essaient de suivre les marchés à court terme réussiront. Et cela aura un impact sur leur capacité à générer les rendements dont ils ont besoin pour faire fructifier leur épargne et bien positionner pour la retraite et pour tout autre objectif d'épargne. Oui, c'est vrai. On en a beaucoup parlé au cours des dernières années, avec vous et avec d'autres gestionnaires de portefeuille, de la période inhabituelle justement que nous avons vécue. Il y a eu le traumatisme associé à la COVID, la forte inflation, une année vraiment mauvaise sur le marché obligataire. Mais si l'on regarde en arrière sur une période de 5 ans, en restant investi et en oubliant ce qui se passait au jour le jour, en ne pensant pas aux investissements, alors on s'en sortait vraiment très bien. Et je pense que c'est là l'essentiel. Sur le long terme, quelque chose de complètement inattendu peut se produire, comme la COVID, oui. Il n'y a effectivement aucun moyen de l'anticiper. Mais sur le long terme,
les bons et les mauvais événements se normalisent et tout fonctionne toujours bien au final. Oui, c'est vrai. Mais j'aurais pu vous montrer un graphique d'un de nos portefeuilles équilibrés les plus importants qui retrace l'ensemble de son histoire sur les 35 dernières années. À travers la crise financière mondiale, la liquidation durant la COVID, le marché baissier de 2022 sur les obligations. Ce ne sont là que de petits points sur le graphique. Ces événements ont certes été significatifs à leur moment, mais dans une perspective à plus long terme, ils ne sont pas si importants que cela. Et en fin de compte, la performance de ce portefeuille est forte, vers le haut et à droite, comme on aime à dire, parce qu'il s'est bien comporté sur le long terme. Mais la seule façon d'obtenir ce rendement dans vos propres portefeuilles est de rester investi et d'en faire l'expérience au fil du temps, plutôt que de rester sur la touche et regarder ce qui arrive aux autres. Ensuite, il faut faire preuve de discipline lorsque les choses évoluent à la baisse. On parle ici d'investir régulièrement. Cela va vraiment vous aider. Et moi, j'aurai un autre graphique à vous montrer. Je suis en tournée en ce moment et je vais d'un bout à l'autre du Canada pour faire des présentations aux investisseurs. Et le graphique que je montre est celui des élections. On pourra en parler un peu plus de ces élections avec vous. Mais je montre un graphique de l'état du marché depuis Nixon jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les campagnes présidentielles entre les deux. Et 10 000 $ investis dans le S&P 500, tout juste après l'élection de Richard Nixon en 1972, valent aujourd'hui environ 550 000 $. Et ça, c'est après les crashs boursiers, celui de 1987, après toutes les périodes que nous avons traversées. Avec le temps, les économies se développent, nous devenons plus innovants, nous devenons plus productifs, les entreprises peuvent gagner plus d'argent dans ces économies plus importantes et ainsi de suite. Il n'est jamais garanti que cela se poursuive, mais rien ne permet de penser que ce ne sera pas le cas non plus. Oui, tout à fait. Et même si vous dites qu'il n'y a aucune garantie que cela va continuer, il peut y avoir des baisses à court terme, des liquidations ou des ralentissements économiques, mais à long terme, il ne faut pas sous-estimer la capacité de l'humanité à innover et à aller de l'avant. Oui, je conduis une voiture de l'aéroport d'Edmonton à mon hôtel, par exemple. Il y a 100 ans, je serais venu en calèche. Dans 100 ans, je ne serais ni à cheval, ni à voiture. Je suis prêt à parier. J'aurais peut-être plutôt mon jet privé, piloté par un robot ou l'intelligence artificielle. Nous allons de l'avant. C'est là l'essentiel. C'est pourquoi l'optimisme est la vision du monde que l'on doit garder. Il y a des intempéries à court terme. L'humanité n'est certes pas parfaite, mais notre discours à long terme est qu'il faut investir plutôt qu'épargner. Épargnez un peu pour les mauvais jours, mais investissez à long terme. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, de quoi voulez-vous parler? Eh bien, parlons davantage des obligations, parce que dans le portefeuille, vous avez été plus active en ce qui concerne les revenus fixes. Même avant l'élection, nous avons vu beaucoup de mouvements dans les rendements obligataires. La Fed a procédé à sa première baisse de taux et nous avons parlé de toutes les implications de cette décision. Elle vient maintenant de procéder à une deuxième baisse de taux. Comment cela a-t-il affecté vos perspectives? Le taux d'intérêt à 10 ans, après le rapport sur l'emploi de septembre aux États-Unis, je pense, est descendu à environ 3,65 et se situe maintenant autour de 4,42. Il s'agit d'un mouvement important. Oui, tout à fait. L'économie mondiale a relativement bien résisté. Nous pensons qu'un atterrissage en douceur où l'économie peut ralentir mais n'entrera pas en récession reste l'issue la plus probable. Cela est d'autant plus vrai que de nombreuses banques centrales ont commencé à réduire leur taux d'intérêt, comme vous venez de le mentionner. Aux États-Unis, les données économiques ont été solides au cours des 2 derniers mois, ce qui a contribué à modifier les attentes quant à l'ampleur des réductions de taux que le marché peut réaliser. C'est ce qui explique l'évolution des rendements au cours des 2 derniers mois. Les marchés s'attendent désormais à de nouvelles baisses d'environ 75 points de base au cours des 12 prochains mois, ce qui est nettement inférieur à ce qu'ils prévoyaient.
nettement moins que ce qu'ils prévoyaient au début du mois de septembre, où ils envisageaient alors des réductions de 200 points de base. Ils ont donc ramené ce chiffre à un niveau acceptable, compte tenu de la vigueur de l'économie. Cela revient à retirer environ 100 points de base de ces réductions des prévisions pour les 12 prochains mois. Le deuxième facteur de hausse des rendements obligataires est l'issue des élections américaines. Les tarifs douaniers proposés par le président élu Trump et le Parti républicain pourraient entraîner une hausse de l'inflation au cours des 12 prochains mois. Cela limitera l'ampleur de l'assouplissement que la Fed pourrait mettre en œuvre. C'est donc un élément qui commence à être pris en compte. Donc, à la mi-septembre, comme vous l'avez mentionné, nous avons atteint 3,61. Nous avons gagné environ 80 points de base depuis lors pour atteindre environ 4,40, comme vous l'avez dit à l'heure actuelle. Nous pensons maintenant que les rendements obligataires sont supérieurs à notre niveau modélisé de juste valeur, ce qui signifie que les marchés obligataires sont raisonnablement valorisés à ces niveaux. Nous pensons que le risque de valorisation est minime, le potentiel de rendement s'est amélioré, et nous pensons que les obligations sont, une fois de plus, bien placées pour servir de bouclier contre la volatilité des marchés d'actions dans un portefeuille équilibré. Oui, et c'est l'un des points intéressants, même si le marché boursier a été très solide tout au long de 2024, si vous regardez les 6 derniers mois, la volatilité et l'indice qui mesure la volatilité ont en fait augmenté de manière significative. Cette hausse s'est atténuée au cours de la dernière semaine, juste après l'élection, mais cela a recommencé à se manifester. L'une des grandes incertitudes était l'élection. Quel allait être le résultat? Mais maintenant, l'incertitude est de savoir ce que le président va faire. Il y a maintenant cette nouvelle incertitude qui suscite d'autres questions. Et comme vous l'avez dit, selon que ces droits de douane sont imposés ou non, et à quelle échelle, dans quelle mesure, cela aurait un effet significatif sur l'inflation et sur l'évolution des taux d'intérêt. Oui, je pense que vous soulevez un point important. Nous avions l'incertitude de l'issue des élections et maintenant nous la remplaçons par l'incertitude de ce que cela signifie pour l'économie. Je pense que le thème clé est qu'il y a toujours de l'incertitude sur les marchés et dans l'économie. Il est extrêmement difficile d'essayer de prédire comment tout cela va se résoudre et d'essayer de négocier sur les marchés en croyant que l'on peut voir dans l'avenir et comprendre comment cela va se passer ou ce qui va se passer. C'est trop difficile. Pour nous, il s'agit de rester pleinement investis tout en recherchant des opportunités de négocier là où nous les voyons, plutôt que d'effectuer de grands mouvements. Parce que nous ne pensons tout simplement pas avoir la capacité d'anticiper l'avenir et de savoir avec certitude comment ces choses vont se résoudre. Nous procédons à de petites avancées mesurées là où nous pensons pouvoir ajouter de la valeur, plutôt que d'effectuer de grandes transitions vers ou hors des marchés. Oui, tout à fait. Et j'ai bien aimé votre précision. Vous avez indiqué le vrai taux, le taux le plus bas. Vous avez dit 3,61, alors que j'avais parlé de 3,65. Bon, moi, je ne gère l'argent de personne. Les auditeurs seront peut-être surpris, vraiment très étonnés. Et c'est mieux comme ça, je vous l'assure. Et vous gérez l'argent des gens justement parce que vous avez cette précision, cette rigueur. C'est aussi pourquoi ma mère est une excellente pâtissière et pas moi. Ma mère est précise et la pâtisserie exige justement la précision. Et je n'en suis pas capable, tout comme la gestion de l'argent exige de la précision. Et vous êtes la personne précise, et non pas moi. Les gens devraient donc s'en réjouir. Et comme vous l'avez suggéré, vous avez modifié certains aspects ici et là, dans les marges. Qu'avez-vous fait justement? Parlez-nous de cela. Et quoi avez-vous changé les choses en prévision de cette nouvelle présidence? Oui, c'est vrai. Comme vous l'avez dit, nous avons été un peu plus actifs du côté des obligations des portefeuilles. L'évolution des rendements au cours des derniers mois, dû au changement des attentes en matière de réduction des taux d'intérêt, nous a donné l'occasion de procéder à plusieurs ajustements tactiques dans les portefeuilles. Ainsi, à la fin du mois d'août, nous avons réduit notre exposition aux titres de revenus fixes de 100 points de base, nous avons sous-pondéré les titres à revenus fixes et nous avons transféré le produit de cette transaction en liquidité. Pour deux raisons. D'une part, nous voulions que ces liquidités servent de tampon contre la volatilité des marchés que nous estimions possible à l'approche des élections. D'autre part, cela nous a donné la flexibilité nécessaire pour saisir les opportunités qui se présenteraient. Le fait de disposer d'un peu plus de liquidités nous donne la possibilité de les réinvestir dans les obligations ou sur le marché des actions si l'occasion se présente. En septembre, les données économiques étaient assez solides, les obligations d'État ont été vendues, ce qui signifie que les rendements ont augmenté à mesure que le marché s'adaptait à ce changement de point de vue sur les taux d'intérêt. Ainsi,
À la fin du mois d'octobre, les rendements ont atteint environ 4,20. Nous avons donc vendu autour du niveau de 3,70 et nous avons donc réinvesti la moitié de cette transaction. Sur les 100 points de base, nous avons réinvesti 50 points dans les obligations autour du niveau de 4,20. Puis, à l'approche des élections américaines, nous avons constaté que les rendements repartaient à la hausse. Comme vous l'avez dit, nous avons atteint le niveau de 4,40 et nous avons décidé de réinvestir la seconde moitié. Nous avons donc ajouté 50 points de base et nous sommes revenus à la neutralité. Je pense que le point important ici, cependant, est que cette transaction que nous avons faite la semaine dernière, nous l'avons faite vers 12h30, le jour de l'élection. Je le mentionne parce que je veux vous montrer cette approche toujours active au sein des portefeuilles. Nous ne sommes pas obligés de négocier uniquement pendant les heures d'ouverture du marché. Nous avons la possibilité d'utiliser des produits dérivés. Dans le cas présent, nous avons utilisé des contrats à terme sur le marché obligataire pour réintégrer le poids des obligations et nous rechargeons chaque point de base. Vous avez plaisanté tout à l'heure sur mon 3,61 et votre 3,65. Nous recherchons chaque point de base de performance que nous pouvons générer pour le compte de nos clients. Nous avons surveillé de très près les rendements obligataires. Lorsqu'ils se sont rapprochés de notre objectif, vers 12h30 le jour de l'élection, nous avons appuyé sur la gâchette et racheté ces obligations, ce qui a permis au portefeuille de se redresser. Cela montre bien que nous surveillons tout en permanence, que nous avons une approche permanente. Nous pouvons négocier les portefeuilles à toute heure de la journée en utilisant les différents leviers dont nous disposons. Et nous tirons parti de toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Oui, pour ceux qui écoutent cette émission depuis 4 ans, il y a des thèmes assez constants. Nous en avons abordé quelques-uns aujourd'hui. Investir à long terme, investir régulièrement, utiliser la méthode des placements échelonnés, s'assurer de bien comprendre le niveau de risque que l'on veut avoir dans son portefeuille, comprendre le risque. Si ce n'est pas quelque chose que vous voulez faire tous les jours de votre vie, alors engagez un très bon gestionnaire de portefeuille parce que lui ou elle sera là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde, chaque jour de l'année, pour faire justement ces ajustements pour vous. Et votre exemple est excellent. Pour être franc, moi je dormais à ce moment-là. Vous étiez debout en train de procéder à des changements. On parle d'un demi% de l'exposition. Mais cela fait bien quelques milliards de dollars. Il ne s'agit pas de si petits changements. Il semble petit, mais il ne l'est pas tant que ça dans les faits. Tout à fait. J'ai parlé plutôt de faire tous les gains possibles. Nous sommes à la recherche de chaque point de base de performance possible. Vous pouvez penser qu'un mouvement de demi-point de base vers le marché obligataire ne semble pas très important, mais chaque point de base compte. Et ce sont les petits mouvements mesurés, effectués de manière cohérente au fil du temps, qui vont nous aider à générer ces rendements élevés pour nos clients. D'accord, alors terminons par le marché boursier. Et ce que nous y observons, ça a été un parcours incroyable. Et après les élections, nous avons eu une autre petite hausse. Alors, où allons-nous à partir d'ici? Et comment positionner les portefeuilles en conséquence? Alors écoutez, les actions américaines ont continué à atteindre des niveaux records. Nous avons atteint un nouveau sommet historique la semaine dernière. Ou cette semaine, quel jour sommes-nous? J'ai oublié. Mais l'indice S&P 500 a atteint 6000 points. C'est le 50e nouveau record historique en 2024, ce qui est assez impressionnant. Au début de l'année, les gains du marché des actions ont été fortement concentrés sur les méga capitalisations technologiques américaines. Nous les appelons les 7 magnifiques. Au cours des derniers mois, d'autres marchés ont participé à la reprise, ce qui est très positif pour élargir la participation au-delà des seules valeurs technologiques américaines. Du point de vue de la valorisation, notre indice composite des principaux marchés d'actions dans le monde montre que les marchés sont environ 5% au-dessus de leur valeur, de leur juste valeur, le marché américain étant de loin le plus cher en raison de la performance des valeurs technologiques aux États-Unis. Si l'on exclut le marché américain, les actions mondiales sont en fait inférieures à leur juste valeur. Dans l'ensemble, elles sont supérieures de 5%. Si l'on exclut les États-Unis, elles sont en fait environ 15% en dessous de leur juste valeur. Ce que je veux dire par là, c'est que nous constatons une bonne valeur des actions dans d'autres régions du monde, en dehors du marché des actions américaines, à grande capitalisation. Cela dit, certains signes indiquent que les investisseurs deviennent trop optimistes quant aux perspectives des actions. L'optimisme ou le sentiment des investisseurs est devenu assez extrême. Cela peut être un signe de prudence, les valorisations étant un peu plus élevées que ce qui nous conviendrait, et l'optimisme extrême du marché
Nous nous montrons patients quant à nos perspectives d'investissement dans les actions à l'heure actuelle. Nous conservons donc une allocation neutre en actions en attendant l'occasion d'investir dans des actions à de meilleurs niveaux à partir d'ici. Il existe un terme sur le marché que nous appelons le prix à la perfection. Ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a beaucoup trop d'optimisme dans les marchés d'actions en ce moment et nous voulons attendre de voir comment cela va se traduire. Nous ne sommes en aucun cas baissiers sur les actions. Je voulais être clair sur ce point. Nous ne sous-pondérons pas les actions. Nous sommes neutres sur les actions, à la recherche d'opportunités d'investissement. Alors, je ne veux pas donner l'impression que nous sommes très préoccupés par le marché des actions. Nous pensons simplement que nous pourrions éventuellement ajouter des actions à de meilleures valorisations ou à de meilleurs prix à l'avenir. Après ces derniers ajustements tactiques, la répartition des actifs est neutre. Donc, l'obligation neutre, liquidité neutre et action neutre. Ce qui, j'en suis consciente, n'est peut-être pas très palpitant, mais il reste que nous sommes positionnés pour tirer parti des opportunités qui se présenteront. Nous avons quelques paris au niveau régional. Nous sommes peut-être neutres au niveau de la répartition des actifs, mais en ce qui concerne les actions, nous avons une préférence pour les actions hors Amérique du Nord, autres que les actions américaines et canadiennes, parce que nous voyons une meilleure valeur sur ces marchés. Oui, et nous avons parlé de l'optimisme à long terme, comme d'un bon état d'esprit pour les investisseurs. Il faut être optimiste à long terme. Parier sur la gente humaine est toujours gagnant. Mais à court terme, lorsque l'optimisme atteint des niveaux irréalistes, c'est là que les choses deviennent préoccupantes. Quelque chose peut se produire à court terme qui n'est pas la perfection que nous recherchons. Et cela peut créer un certain recul. C'est pourquoi il faut adopter une position neutre. Nous parlons avec Stu sur les mardis de Stu et des placements échelonnés lorsque vous êtes dans une telle position sur le marché et que vous investissez de l'argent frais. Oui, la répartition des actifs consiste à équilibrer le court terme et le long terme. Donc oui, nous croyons absolument à la prime de risque des actions, ce qui signifie qu'à long terme, nous pensons que les actions vont battre les obligations et à long terme, nous serons positionnés pour en tirer parti. Toutefois, à court terme, nous devons trouver un équilibre entre cette vision à long terme et les inquiétudes potentielles à court terme du marché qui pourraient se replier parce que les marchés sont trop optimistes. Mais nous voulons être en mesure de profiter de cette opportunité si le marché se replie pour augmenter les actions, plutôt que de considérer cela comme un signe d'inquiétude à l'égard des actions. Il s'agit donc de trouver un équilibre entre la vision à court terme et la vision à long terme. Et puis cette idée d'une exposition plus large et non d'une exposition concentrée sur l'Amérique du Nord. Vous gérez un ensemble de portefeuilles dont la concentration est plus élevée au Canada et un autre qui est plus largement diversifié à l'extérieur du pays. Je regarde ça justement. Et c'est très intéressant. Au cours des 3 à 5 dernières années, l'impact des États-Unis et les répercussions au Canada ainsi que ce qui se passe sur les marchés de l'énergie ont conduit le portefeuille canadien à surperformer un peu. Mais cette année, la situation est quelque peu inversée et l'on commence à voir le portefeuille plus largement diversifié s'améliorer sur une base relative. Et c'est ce à quoi on peut s'attendre à plus long terme. Oui, tout à fait. Je crois vraiment, comme nous l'avons déjà dit à maintes reprises, qu'il est important d'avoir un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale et de ne pas trop se concentrer sur une catégorie d'actifs, une région boursière ou un pays en particulier. Sur le long terme, je pense que cela profitera aux clients. Et c'est ce que l'on commence à voir dans les portefeuilles à vocation mondiale que vous avez mentionnés justement. Oui, c'est vrai. Je voyage à travers ce pays. Je pense toujours que c'est le meilleur pays du monde. J'ai un immense parti pris pour le Canada. Et en tant que Canadiens, nous savons que c'est un endroit formidable. Mais dans le monde de l'investissement, force est d'admettre qu'il est minuscule. Il y a beaucoup d'opportunités à l'extérieur et il faut en profiter. On pense au monde de l'investissement, mais le fait est que les Canadiens sont très liés au marché canadien et à l'économie canadienne par d'autres aspects de leur vie, leur emploi, le régime de retraite, leur hypothèque et ce genre de choses. On peut donc adopter une approche plus diversifiée du point de vue de l'investissement sans renoncer à son pays d'origine. C'est exact, oui. Et puis c'est vraiment génial d'être au Canada en ce moment parce que Taylor Swift est ici. Tout le monde voudrait être ici en ce moment. Je n'ai pas hâte de rentrer chez moi et de quitter la ville demain.
Pendant que tous ces gens entrent en ville, moi, je vais essayer de la quitter. Je vous tiendrai au courant. Oui, mais c'est assez incroyable. On nous a envoyé des avertissements pour notre arrivée au bureau, hein? Tout cet embouteillage causé par l'arrivée d'une seule personne. Et puis il y a l'impact économique en plus. Si vous avez des doutes sur le potentiel économique mondial à long terme, il suffit de regarder ce qu'une seule personne peut avoir comme impact. C'est incroyable. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ce serait amusant de voir ça. Oui, ce serait amusant. Je suis contente de ne pas y être, mais vous y êtes. Décidément, vous êtes toujours au centre de tout. Sarah, merci de prendre le temps d'être avec nous. Nous avons été plus longs aujourd'hui, mais vous aviez beaucoup de choses intéressantes à dire, alors je suis content. Merci encore. Merci à vous.